Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir Julien Brocal, pianiste de grand talent et créateur du Jardin musical. Bonjour Julien. Bonjour Frédéric. Alors je résume votre parcours. Vous avez 34 ans et êtes né dans la belle ville d'Arles. Bien que n'étant pas issu d'une famille de musiciens, vous débutez le piano à l'âge de 5 ans. Vous fréquentez ensuite le conservatoire de Marseille dans la classe d'Éric Berchot. Votre route vous conduit ensuite à l'École normale de musique de Paris, Alfred Cortot, où vous étudiez avec un professeur très en vue, Rena Cherechevskaya. En 2013, vous croisez la grande soliste et pédagogue portugaise Maria João Pires. Elle vous invite à travailler à ses côtés à la chapelle musicale Reine-Élisabeth. C'est suite à cette rencontre que vous vous installez à Bruxelles. Il y a près de 2 ans, vous acquérez un grand atelier dans le quartier Sainte-Catherine. Vous y installez un piano et naît alors l'idée d'un jardin musical dont nous parlerons dans cette émission. Avant de débuter notre entrevue, je vous propose d'écouter le 4e prélude opus 28 de Chopin dans votre interprétation. Le Largo en mi mineur, 4e prélude opus 28 de Chopin dans l'interprétation de notre invité Julien Brocal. Dites-nous Julien, comment avez-vous fait la découverte du piano ? Alors le piano ne faisait pas partie des instruments que nous possédions dans la famille. Il n'y en avait vraiment pas au départ. On n'avait même pas de disque puisque mes parents ne sont pas vraiment non plus des mélomanes. Ma mère fan de Johnny Hallyday, donc... voilà, on va dire que la culture musicale s'arrêtait un petit peu à plutôt la culture populaire. Et puis, j'ai pu avoir la chance, grâce à notre télévision à la maison, plutôt que de regarder les dessins animés, j'étais très passionné par les clips musicaux qui passaient, où on voyait des groupes de musique jouer. Et apparemment, ma mère me décrit la scène qu'à 3 ans, en couche-culotte, je dansais devant le poste de télévision. Et très passionné par ce qui s'y passait, et notamment par la guitare et la batterie. Donc j'aurais pu être rocker, mais finalement, j'ai eu le choix, on va dire, avec un clavier joué, un petit clavier électronique, où je passais vraiment toutes mes heures. Je laissais mes jouets pour ça, et puis ma mère m'a proposé de commencer à prendre des cours, ce que j'ai fait. Et voilà, alors, comment est-ce qu'ils ont réagi lorsque vous leur avez annoncé que vous désiriez devenir pianiste professionnel ?
Mais on ne savait pas vraiment ce que c'était être pianiste. Mais en tout cas, j'ai eu la chance que mes parents m'ont accompagné dans ma passion. Ils ont vraiment vu que c'était quelque chose voilà, qui m'animait beaucoup et qui me plaisait beaucoup. Et donc, ils m'ont accompagné vraiment dans ce développement-là, tout en ne sachant pas qu'est-ce qu'on allait faire de ça, finalement. Et quand déjà à 7 ans, je me retrouve salle Cortot à Paris pour un concours de piano que je gagne, ben, en même temps, c'est grisant, mais en même temps, ça fait peur aussi de se dire, mais mince, c'est quoi la suite? Et ça m'a pris quand même quelques années, ou ça nous a pris avec mes parents, avant que on découvre qu'il y a une école, un conservatoire, j'avais 11 ans déjà, qui formait en fait des jeunes musiciens à finalement se professionnaliser. Et moi, je voyais ça comme un défi de rentrer dans cette institution et de dire, mais pourquoi pas moi? Et j'ai tenté le concours et je suis rentré, voilà, à l'âge de 11 ans. Alors, je vous propose de vous écouter dans un autre prélude de Chopin, le 15e, sostenuto en ré bémol majeur.
le 15e prélude opus 28 de Chopin dans l'interprétation de Julien Brocal, notre invité. Julien, après votre passage au Conservatoire de Marseille, vous intégrez la classe de Rena Cherechevskaya à l'École normale de musique de Paris, Alfred Cortot. Alors, que retenez-vous de cet enseignement, de son enseignement? C'est l'art du son et du temps. C'est vraiment, on lit ça dans le livre de Neuhaus sur l'art du piano. Et elle a vraiment eu la patience de même presque reprendre depuis le début. J'avais déjà 21 ans, mais j'avais l'impression de reprendre l'apprentissage de la musique depuis le tout début, quoi. De reprendre à la base, qui est l'art de la projection, et de créer la texture, de créer l'histoire finalement qu'on veut raconter, et de la projeter dans un espace, voilà, et d'amener les gens avec nous là-dedans. Et elle a eu cette patience-là d'or, et je l'en serai éternellement reconnaissante. Mais c'était vraiment ça, mettre les mains dans le cambouis et aller chercher une forme de je sais même pas comment expliquer ça, mais c'est une des bases sur lesquelles se fonde tout le reste finalement. C'était très technique, elle était très axée sur la technique ou plutôt sur l'interprétation, l'esprit de l'œuvre? Que chaque note devait avoir un sens. C'est ça. Chaque note devait... Donc finalement, mettre notre présence, la présence du compositeur, surtout, dans chaque son. En 2013, vous faites la rencontre de la grande pianiste portugaise Maria João Pires. Alors, comment s'est déroulée cette rencontre? Alors, j'ai eu la chance que Maria João Pires organisait une académie un workshop pendant quelques jours à la Cité de la Musique à Paris. Et il y avait un formulaire à remplir avec un enregistrement envoyé, tout ce qu'il y a de plus banal finalement. Mais quand même pas si banal, parce que pour la première fois de ma vie, on ne me demandait pas de lettre de recommandation, on ne me demandait pas de CV, on demandait juste, et ça c'était assez curieux, on demandait juste une lettre de motivation. Ah oui. Et donc j'ai écrit quelque chose, il fallait une photo aussi, et un enregistrement. Et le programme m'avait vraiment passionné, parce que l'idée de Maria, c'était de préparer 7 œuvres musicales, et de préparer aussi, de lire 7 livres, qui étaient finalement, on pouvait trouver une sorte de pont comme ça entre la littérature et la musique. Il y avait des livres de développement, qu'on pourrait dire de développement personnel, avec les états d'âme par exemple de Christophe André, avec des livres par exemple plutôt philosophiques, les impromptus de... C'était elle qui choisissait les livres? Absolument, elle avait choisi les 7 œuvres musicales et les 7 livres. Et qui différait pour chacun des étudiants ou non, c'était pour tout le monde. Elle prenait normalement que 8 étudiants dans cette académie, sur bien sûr le nombre de dossiers qu'elle a dû recevoir. Et finalement, même sans savoir si j'allais être pris ou pas, j'ai trouvé tellement ce projet passionnant que j'ai commencé à préparer les œuvres musicales et à lire ces livres. Et la réponse n'est jamais arrivée, en fait. La réponse qui devait arriver, je sais pas moi, au mois d'août, finalement est arrivée en plein mois d'octobre, alors que déjà j'avais oublié pratiquement qu'il y avait une possibilité d'étudier avec elle. Et la réponse était positive. Donc finalement, quand je suis arrivé pour cette académie, j'étais prêt, j'avais maturé toutes ces œuvres, j'avais lu tous ces livres, et j'étais prêt à ce qui pouvait s'y produire, quoi. Quelle influence a-t-elle eu sur vous? Pour moi, c'est une mère spirituelle, vraiment. C'est ce genre de rencontre qu'on peut lire dans les livres zen, où le disciple avec son maître zen Enfin, il y avait un esprit initiatique comme ça dans cette rencontre et dans ce processus avec elle, qui a quand même duré presque 7 ans. Hein. On a joué beaucoup ensemble sur scène. J'ai eu la chance de découvrir le monde grâce à elle. Elle m'a amené au Japon pratiquement tout de suite quand on s'est rencontrés, aux États-Unis, en Inde. Et je suis éternellement reconnaissant de tout ce bagage qui n'est pas un bagage de technicité ou d'interprétation, c'est vraiment l'art de vivre. L'art de vivre, l'artiste finalement qu'elle est, c'est dans son art d'être à la vie. Et j'ai pu être le témoin de cette magie, quoi.
Alors, je vous propose de continuer la découverte de vos enregistrements avec le premier mouvement de la deuxième sonate en si bémol mineur, opus 35 de Chopin.
Le premier mouvement de la deuxième sonate en si bémol mineur, opus 35 de Chopin. Julien, aimez-vous enregistrer des disques? Alors, les deux expériences que j'ai eues ont été vraiment formidables. C'est un peu comme on arrive à une espèce de... En tout cas pour moi, dans le travail que j'ai fait pour la préparation de ces disques-là, c'est que je pense qu'on n'arrivera jamais à une version aussi poussée que dans un enregistrement, si on doit le comparer par exemple à un concert, où où c'est une autre énergie finalement. Et je me souviens que pendant l'enregistrement Chopin, c'était 3 jours, 2 jours et demi intenses comme ça d'enregistrement où finalement on n'a pris que des prises live. Je refuse absolument l'aspect des montages et je voulais qu'il y ait quelque chose qui se passe dans un souffle. Et c'était important pour moi de jouer les 24 préludes dans un seul souffle. Ah, vous avez fait ça? Et la sonate funèbre dans un seul souffle. Et donc j'ai joué 3 fois les préludes, 3 fois la sonate funèbre. Et ensuite, voilà, il y a eu des petites patchs de correction ici et là. Mais je tenais absolument à ce que ça soit l'énergie d'un live. Et aussi que ça soit public. Donc il y avait ma famille qui était là, il y avait quelques amis. Je tenais à ce que ça soit un moment de partage et d'échange, pas simplement pour les micros, mais qu'il y ait cette même respiration commune. Ouais. Et pour le deuxième enregistrement, j'ai eu la chance de jouer sur le piano personnel de Vladimir Horowitz, qui se retrouvait, qu'il avait dans son appartement à New York dans les années 40. Et ce piano se retrouve dans un centre des arts au Montana, un endroit magique qui s'appelle le Tippett Rise Art Center. C'est des passionnés, un couple de passionnés qui a créé ce lieu, philanthrope, Cathy et Peter Alsted, que je salue. Et ils ont la chance d'avoir ce piano qui appartenait à Eugène Istomin. Et Eugène avait demandé à Vladimir Horowitz s'il pouvait enregistrer le deuxième concerto de Rachmaninov, avec Eugène Ormandy d'ailleurs. Il y a un magnifique enregistrement de ce concerto. Et puis, je ne sais pas par quel mécanisme il s'est retrouvé à garder ce piano. Et puis ensuite, l'accordeur, le technicien de piano, Tali Mahainer, qui s'occupait de ce piano, qui accompagnait Eugène Istomin dans ses tournées, a décidé de faire profiter de ce piano, de lui redonner une vie en faisant profiter ce centre des arts, voilà, qui est un écrin de nature au milieu des montagnes et de ce Big Sky du Montana. C'est belle histoire. Oui, c'est une grande chance. Alors, on va continuer à vous écouter, cette fois-ci, dans Une barque sur l'océan de Maurice Ravel.
Alors, c'était Julien Brocal, notre invité, qui interprétait Une barque sur l'océan de Maurice Ravel. Alors, Julien, vous avez décidé de vous installer dans notre belle ville de Bruxelles. Est-ce que le soleil d'Arles ne vous manque pas trop? Alors forcément, venant de Camargue, c'est vrai que la météo est un petit peu différente ici, mais le soleil vient d'ailleurs. Et je trouve que une grande qualité de la Belgique en général, c'est que les gens sont d'une gentillesse et d'une accessibilité. Ils rayonnent en fait. Et donc vraiment, le soleil vient plutôt pour moi des relations que j'ai eu la chance de nouer sur le territoire de Belgique et notamment à Bruxelles. Donc, c'est les habitants de Bruxelles qui vous ont convaincu de vous installer ici. On va dire l'expérience que j'ai eue quand je suis venu à la chapelle Reine-Élisabeth, les rencontres que j'ai nouées au fil du temps. C'est vrai qu'il y avait comme une évidence qui s'est créée, hein. J'ai vécu à Paris avant de venir à Bruxelles et c'est vrai que c'était assez dur, comme assez austère et, euh, et comme ça anxiogène quand même comme climat pour s'y développer comme artiste. C'est comme si une plante essaye de pousser alors qu'elle n'a pas d'oxygène, quoi. Il y a un moment où elle peut pas s'y développer. Et c'est ça que j'ai vu à Bruxelles, c'est qu'il y a, on y respire, quoi. On s'y sent bien. Il y a un rythme de vie qui est très agréable et forcément, si les gens sont détendus, ils ont envie d'aller vers l'autre, aller vers la rencontre et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Alors, on poursuit la découverte de votre art avec le mouvement de menuet de la sonatine de Ravel.
Le mouvement de menuet, extrait de la sonatine de Ravel par notre invité Julien Brocal. Alors Julien, vous avez acquis il y a 2 ans un atelier dans le bas de la ville. Comment avez-vous découvert ce lieu? Bah, je cherchais un... J'ai eu pas mal de problèmes avec le voisinage où je vivais, malgré toute la beauté des relations que j'ai nouées. Il y a quand même... La musique peut provoquer une gêne, ce que je reconnais avec les voisins. Voilà, c'était pas de chance. Ma pauvre voisine avait des gros problèmes de santé. Elle était forcée de rester à la maison. Et donc, avec son angoisse persistante, je comprends que la musique, à travers le mur, n'a pas forcément adouci sa peine, ou sa douleur, sa souffrance. Mais en tout cas, voilà, je cherchais un lieu où il n'y ait pas de problème de voisinage, qui soit assez idéal pour pouvoir s'y développer et éventuellement développer aussi la possibilité d'accueillir voilà, des concerts, d'autres artistes, de créer un lieu d'accueil et de partage. Voilà. Et ce lieu est un peu tombé de l'univers comme ça, en cherchant sur le web. Je suis tombé sur une annonce. J'ai essayé de voir ce lieu, c'est ça qui est assez curieux, c'est que j'ai essayé de le voir, mais on m'a proposé un rendez-vous au moment où je partais aux États-Unis. Ah. Et donc, pendant un mois, j'étais en tournée, et je me suis dit, bah, tant pis, c'est pas grave, ça avait l'air idéal. Et je rentre, le jour de la fête nationale, le 21 juillet, en 2018, et je vais dans le quartier Sainte-Catherine rejoindre un ami pour un verre. Et là, je vois un signe à louer sur un mur. Je me dis, tiens, c'est curieux, ça me rappelle quelque chose. Et je vais voir le site internet, et je vois que cet appartement était toujours là. Il était toujours là, c'est comme s'il m'attendait. Donc j'appelais, on était dimanche, j'ai appelé. Le lendemain matin, j'avais un rendez-vous. Et ce qui est assez curieux, c'est que normalement, quand on dit on est musicien, la personne qui loue l'appartement va dire, oui, mais attendez, peut-être on va voir si vous avez des garants, on va voir si vous êtes solvable, on va voir si... Et là, la personne de l'agence m'a dit, ah, c'est formidable pour vous, parce que il n'y a pas de voisins, vous allez être bien, ça va être génial. Mais la seule question, c'était comment faire rentrer un piano dans cet appartement, parce que c'était dans un îlot intérieur, et il n'y avait pas forcément d'accessibilité depuis l'extérieur. Voilà, la ruelle Nom de Jésus n'est pas assez large pour faire rentrer une grue, donc c'était toute une aventure de réussir à faire rentrer un piano, et puis finalement c'est par l'appartement du voisin, donc Qui a accepté. une heureuse voisine, voilà, qui m'a ouvert sa fenêtre pour qu'on puisse faire rentrer le piano. Alors, vous avez créé dans cet endroit un jardin musical que vous définissez d'ailleurs comme un écosystème créatif. Qu'entendez-vous par là? Un écosystème créatif, parce que bah déjà pour moi, à la base, c'est que je me suis dit, je pourrais y accueillir tous mes rêves, donc de pouvoir composer, de pouvoir être en lien avec d'autres artistes, de pouvoir les accueillir, de pouvoir profiter de cette émulation qui se génère. Voilà, on met deux artistes ensemble dans la même pièce, il se crée forcément quelque chose. Il y a forcément un point commun qui nous anime, sinon on ne ferait pas ça, hein, sinon on ferait autre chose. Et c'est cette source-là qui me passionnait de cette source-là qui me passionnait de me rapprocher, en fait. Et c'est ce qui s'est passé dès le départ, c'est-à-dire que quand le piano est arrivé, c'était le 21 septembre 2018, bah, j'ai réuni tout un tas de copains, tout un tas d'artistes, on était assis par terre dans le salon, et c'était comme... finalement, dans les récits que j'ai pu lire des soirées de salon, voilà, où tout le monde se met au piano, tout le monde joue un petit bout de quelque chose, et c'est tout de suite cette convivialité-là qui s'est développée par finalement l'envie d'être le plus ouvert possible à ça. Alors, parmi les musiciens qui cultivent ce jardin, on trouve la violoncelliste Camille Thomas, le pianiste Julien Libert, la violoniste Alexandra Soum, mais aussi des artistes plasticiens comme Isabelle de Borgrave, la dessinatrice Marine Gotz ou l'artiste conceptuel Will Kerr. Parvenez-vous à stimuler des collaborations entre ces Mhm. artistes qui sont actifs dans des disciplines différentes? Alors, ce qui est intéressant, c'est que le fait qu'il y ait ce lieu, forcément, les rencontres se font beaucoup, beaucoup plus facilement, et il n'y a même pas besoin de demander quoi que ce soit, finalement. C'est que chacun trouve sa juste place et propose de lui-même, dire, bah, tiens, je pourrais faire des croquis, ou bien, tiens, on pourrait organiser une expo, et puis mêler la musique avec ça. Et un exemple qui me revient, c'est pendant la fête de la musique cette année, qui était malheureusement
annulé à cause de Covid, nous, au Jardin Musical, nous avons organisé une grande célébration avec 6 groupes de musique qui sont venus pendant 6 heures jouer live. Et notre voisin Des du groupes dessous, classiques? de classique et de jazz, voilà, 6 heures de live qu'on peut revoir sur notre site internet du Jardin Musical. Et en même temps, en bas, dans l'atelier en dessous de chez moi, on avait installé notre ami peintre Mohammad Zaza, qui est un peintre syrien qui a fui la guerre en 2012 en Syrie et qui progressivement est arrivé vers la Belgique en passant par l'Arabie Saoudite, en passant par la Turquie, le Liban, la Suisse et enfin arrivé ici chez nous. C'est une des plus belles rencontres de ma vie, je pense, si on a l'occasion d'en parler. Et donc, c'était mon voisin du dessous pendant cette dernière année, où on a un espace, un entrepôt vide, et le propriétaire de ce lieu a dit, mais bien sûr, si ça peut profiter à quelqu'un et que ça puisse être créatif, c'est génial. Et donc, il a organisé une grande exposition, et donc ça a servi finalement de scénographie pour les concerts de notre fête de la musique, où on peut voir chaque recoin de son atelier pendant ces concerts qui ont été filmés pour la fête Et de la donc, musique. il est encore votre voisin à l'heure actuelle Non, il vient malheureusement de partir à Lausanne. Voilà, il a de la famille là-bas, il y a sa fille qui est là-bas. Sa femme a trouvé du travail en Suisse, donc Il a ils dû ont partir. dû partir malheureusement, mais il laisse son empreinte ici, indélébile. Alors, je vous propose d'écouter un extrait d'une collaboration entre vous-même et Lydie Blaydorp, Lever du jour, extrait du ballet de Daphnis et Chloé de Maurice Ravel.
Lydie Blaydor pour violoncelle et Julien Pocal au piano. Nous écoutions Le lever du jour, extrait du ballet de Daphnis et Chloé de Maurice Ravel. Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical. Alors Julien, vous vouliez dire quelque chose sur cet enregistrement en particulier? C'est le tout premier qu'on ait fait au Jardin Musical. C'est un peu notre enregistrement cobaye parce que forcément, enfin, il y avait l'envie, avec un tel lieu, de pouvoir créer des archives de ce qui s'y passe et de pouvoir les partager avec le plus grand nombre, parce que mon atelier peut accueillir quand même plus d'une cinquantaine de personnes. Mais si on voulait l'ouvrir beaucoup plus largement, comment on pourrait faire? Eh bien, voilà, l'enregistrement en est déjà une première solution. Et puis ensuite, la deuxième solution a été de commencer à filmer et proposer des concerts depuis notre atelier vers le salon des gens qui nous écoutent depuis chez eux. Voilà. Alors, si j'ai bien compris, même les installations sont effectuées par les plus grands spécialistes, les plus grands professionnels. On m'a parlé d'Aline Blondiot, on m'a parlé de Bastien Gilson. On ne peut pas trouver mieux. Donc vous avez vraiment créé des conditions absolument optimales. C'est merveilleux parce que finalement, la crise du Covid en mars dernier, quand on s'est retrouvé totalement à l'arrêt, parce que à la base, nous, on organisait un concert par mois, qui était l'opportunité finalement d'accueillir les amis, les proches, et de se retrouver entre mes concerts qui étaient à l'étranger, et d'avoir finalement une base comme ça qui nous fait nous retrouver. Et puis le Covid a arrêté, comme la plupart comme toutes les activités culturelles, tout s'est brutalement arrêté, et on s'est dit, mais mince, qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à faire vivre la musique, à ce que les musiciens aient quand même une petite bulle d'espoir pour en l'avenir finalement, parce que la plupart des artistes avec qui j'étais en lien ont dit, moi, je vais devenir chauffeur Uber, moi, j'ai pas touché mon violon depuis, et puis moi, bon. Et c'était un peu comme ça pour tout le monde. Et quand on a lancé cette série, on a lancé une initiative solidaire au Jardin Musical. On a réuni 43 artistes en 4 mois pour proposer comme ça, chaque dimanche à 18h, un concert en live stream depuis le Jardin Musical. Et donc forcément, finalement, les copains ont proposé des ressources comme ça en disant, mais tiens, mais moi je connais Aline Blondiot, mais tiens, mais peut-être on pourrait demander à Bastien. Et spontanément, Aline a proposé de venir donner un coup de main. Aline, qui est une formidable ingénieure du son et directrice artistique. Je le précise pour les auditeurs qui ne la connaissent pas. Julien Libert, que je remercie infiniment, qui a dit, mais tiens, mais Aline est ta voisine, elle habite à 2 pas, elle pourrait venir donner un coup de main peut-être, je vais l'appeler. Et donc, tout ce réseau-là, c'est pour ça que je parle d'écosystème, parce qu'il y a une espèce de famille musicale qui s'est créée, et cette interdépendance finalement qu'on a des autres et qu'on ne se rend pas forcément compte tous les jours dans notre vivant, dans notre vécu de notre journée. On ne se rend pas compte de notre interdépendance. Et bien là, c'est ça qui a créé cette richesse-là et à ce projet de pouvoir s'épanouir. Et d'ailleurs, je suis vraiment reconnaissant, plein de gratitude à tous ces musiciens, tous ces techniciens qui sont venus et qui ont prêté main forte à notre initiative naissante. Lily et Misha Maïski qui participent. Absolument, Lily et Misha et Sacha qui sont venus hier. Et Sacha, bien sûr. Enregistrer et filmer un tournage pour le diffuser aux États-Unis. Et gentiment, ils nous ont dit bien sûr qu'on pouvait utiliser des images pour notre plateforme, les Jardins Musical. Donc voilà, c'est merveilleux de voir tout ça. Vous avez l'air très heureux en fait de cette initiative. Oui, ça m'épanouit énormément. Et une des raisons pour lesquelles j'ai voulu créer ce projet, c'est que mon mentor, Maria-Jo Pires, qui a 76 ans, de voir finalement parfois sa frustration de ne pas avoir pu créer ce genre de communauté, créer ce genre de... Enfin, elle a un lieu à Belgaïche au Portugal, elle a un centre des arts où elle a créé ça. Mais ça a été extrêmement difficile de trouver un juste milieu ou un équilibre entre toutes ces tournées monumentales, tous ces disques, sa carrière internationale, et en même temps avoir un centre et un lieu où elle a toujours été finalement divisée. Et moi, mon parti pris, ça a été de dire, mais en fait, je suis bien là où je suis, et même ça pourrait me suffire. Et c'est le cas, ça me suffit. Je suis très content de moins voyager, je suis très content de réduire parfois des voyages qui n'ont pas de sens. Je suis allé l'année dernière
non, il y a 2 ans, en Chine pour un concert. Je suis allé moins de 48 heures pour un concert de 2 heures, avec un vol qui a duré 23 heures. Et là, on se dit: «Mais ça n'a pas de sens» et puis, la planète dans tout ça et puis, enfin voilà, ça fait réfléchir et pourquoi pas avoir un projet qui a un impact d'abord local, mais qui peut rayonner internationalement. Et c'est ce qui se passe avec ce projet. Nos concerts, en ce moment, sont diffusés, par exemple, par ce Centre des Arts aux États-Unis, qui a pris en licence 12 des 17 vidéos que nous avons produites. Donc c'est génial, ça transite partout. Et je me dis qu'à terme, même, on est en train de voir comment créer d'autres jardins musicaux. Voilà, qui pourraient pousser, qui pourraient être co-dirigés par d'autres artistes et finalement agrandir cet écosystème et en créer une forêt voilà, vivante Je vous le souhaite et vraiment, hein. épanouissante pour tous. Alors, nous avons comme tradition d'offrir à notre invité le choix de partager avec nos auditeurs un morceau de son choix. Qu'avez-vous choisi de nous faire entendre, Julien? Justement, je pensais que la pièce la plus appropriée pour décrire un petit peu ce projet du jardin musical, c'est le jardin féerique de Ravel. Parce que voilà, depuis que j'ai commencé ce projet, c'est vrai c'est un petit peu comme un conte de fées qui s'est créé dans ma vie et dans la vie de ceux qui ont pu toucher à, à cet écosystème et qui en font partie. Et voilà, et c'est une pièce que je voulais leur offrir pour les remercier vraiment de tout cœur et de tous ceux qui découvrent maintenant voilà, tout ce projet. Alors, je vous Merci propose de Ravel. l'écouter maintenant.
C'était donc le jardin féerique extrait de Ma Merlois de Maurice Ravel dans l'interprétation de l'orchestre Les Siècles dirigé par François-Xavier Roth. Il s'agissait du choix de Julien Brocal, notre invité. Votre rendez-vous musical Appassionato touche à sa fin. Merci beaucoup Julien Brocal Merci d'avoir Frédéric. accepté notre invitation. Merci à Ayla et Réanne d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 13 heures, les mercredis à 14 heures et les dimanches à 9 heures. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.